Salut Bonjour Grégoire. David. Écoute, je suis super content de t'avoir parce qu'on a eu du mal à synchroniser nos agendas. Donc, on arrive enfin à enregistrer en cette fin d'année malgré le fait que ce soit une période particulièrement proactive pour nous deux. Donc, je te remercie de prendre cette petite demi-heure pour parler un petit peu de ta vision de la publicité. Et d'ailleurs, avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? En quelques mots, moi je suis Grégoire Merceret. Je travaille dans la pub digitale depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai travaillé un petit peu, enfin quelques années en régie mobile. Ensuite j'ai travaillé en régie média, où j'ai passé 8 ans chez 366, où j'ai notamment monté l'offre programmatique. Et depuis quelques temps maintenant, je suis passé de l'autre côté du miroir, côté achat. Je travaille chez Shopper Factory, qui est un trading desk spécialisé retail média. On accompagne les marques de grande conso, les industriels, pour monter des campagnes basées sur la data de nos partenaires retailers. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie initialement de travailler dans la pub? Alors dans la pub, alors moi je suis arrivé un petit peu par hasard. J'avais des études plutôt de marketing et j'ai surtout découvert le digital. J'étais un peu un digital native, passionné de nouvelles technologies, etc. Et quand j'ai commencé à bosser en régie mobile, ça a réuni un petit peu mes envies plus marketing et en fait tous les leviers de croissance un petit peu nouveaux du digital. Et ensuite ça a été un peu une vague, une déferlante, un tsunami en fait avec les années, qui a fait que plein de nouveautés sont arrivées et qui a permis de se développer en fait dans plein d'univers, que ce soit la vente, le marketing, la communication, la relation avec les gens. Et ça, un des points principaux, c'est que c'est un métier qui ne dort jamais et qui ne s'arrête jamais, et où on rencontre toujours des nouvelles personnes et des nouvelles façons de faire, etc. Donc on se réinvente constamment. Et j'espère que jusqu'à la fin de ma carrière, je continuerai à apprendre. C'est ce que j'ai fait jusque-là et qui me plaît beaucoup dans ce métier. Ben, justement, tu vois, en termes d'évolution, de progression, surtout si ça fait 15 ans que tu es dans la pub, tu as vu un petit peu la naissance du programmatique qui maintenant s'ouvre à tout type de format. Tu vois, et on est en pleine explosion de la TV connectée qui est une des tendances majeures pour 2023. Il y a le DOH qui s'est pas mal développé cette année. T'as plein comme ça de nouveaux formats et ça devient difficile d'opérer une stratégie multicanale, de réussir à réconcilier un petit peu toutes les datas et d'avoir une stratégie globale qui allie performance et branding. Toi, en tant que trading desk, justement, tu opères des achats sur tout type de support. Comment est-ce que tu arrives à justement t'y retrouver un petit peu dans cette jungle et réussir à trouver de la performance? Alors, nous, déjà, historiquement, enfin, on a commencé par les leviers un peu traditionnels. On n'a pas cherché à activer tous les leviers d'un coup. Il y avait des sociétés qui sont spécialisées un petit peu dans les leviers, que ce soit le DOH, l'audio, etc. Nous, c'est vrai qu'on a commencé avec le display, la vidéo, le social. Et ensuite, effectivement, au fur et à mesure, avec des courbes d'apprentissage progressives, on a ajouté les différents leviers en fonction, nous, de nos besoins et en même temps de la courbe d'apprentissage du marché. Donc, nous, notre activité, c'est de faire l'extension d'audience sur les données shopper et d'aller chercher les shoppers pour les annonceurs industriels. Donc, le but, c'était d'avoir des leviers qui soient suffisamment pertinents, qui soient suffisamment puissants, et qui soient suffisamment performants par rapport à nos besoins, en l'occurrence le shopper marketing, le retail média, d'aller rechercher ces audiences là où elles sont, en complément des activités historiques qui sont notamment en magasin, la vraie pub physique avec les shoppers. Et en fait, la logique a été de se tourner vers les médias qui sont des médias traditionnels, et qui, au fur et à mesure des années, ont commencé à se programmatiser. Notamment, le DOH, c'est un bon exemple qui, depuis maintenant quelques temps, a commencé à devenir programmatique. Donc, on a vu qu'il y avait des leviers là-dedans où on avait la possibilité d'activer notre cœur de métier, qui est l'activation de data. La même chose pour la télé. Alors, la télé, c'est quelque chose de plus récent, puisque c'est un peu le média, le sacro-saint média pour nos clients qui sont les industriels de la grande conso. Et la télé connectée, en fait, on en parle depuis pas mal de temps. La télé adressée, on en parle aussi depuis longtemps, mais c'est opérable que depuis peu de temps.
notamment sur d'un point de vue juridique. Et nous, effectivement, du coup, on a commencé à discuter avec les différents intervenants de ce marché, en l'occurrence les opérateurs et ceux qui ont les contenus, les chaînes télé, pour pouvoir effectivement se mettre autour d'une table et dire voilà, nous, les données qu'on a sur la partie retail, comment est-ce qu'on pourrait les utiliser avec vous sur la partie télé, ce qu'on est en train de faire et qu'on va lancer très prochainement, sachant que les premières données qui étaient utilisables, c'était des données plutôt liées au box et qui étaient plus simples, CSP, géographique, etc. Là, on arrive vraiment dans la phase 2 de la télé segmentée, qui est de pouvoir avoir des sources d'audience qui sont un petit peu plus riches et surtout qui viennent de tiers, des annonceurs, enfin de la donnée first qui va être matchée avec de la donnée first des chaînes pour pouvoir aller adresser les audiences. Nous, notre logique, c'est ces audiences-là, elles sont un peu partout, à tous les moments de la journée, selon les besoins du moment, selon l'usage média du moment. Et effectivement, qu'on soit dans le métro devant un panneau connecté, qu'on soit chez soi le soir en famille devant sa télé, qu'on soit en replay, qu'on soit en train de swiper ses réseaux dans le métro, on va avoir différents moments de consommation. Nous, le but, c'était que nos shoppers, pour les marques avec qui on fait des campagnes, on arrive à les toucher au moment où c'est le plus pertinent et sur les médias qui sont les plus impactants pour la marque. Et c'est pour ça qu'effectivement, au fur et à mesure, on a ouvert les différents leviers médias pour pouvoir retrouver nos audiences. Et du coup, on les touche à peu près tous. Le seul que pour l'instant, nous, on n'active pas, c'est la partie audio. Mais c'est des choses sur lesquelles on réfléchit aussi et qui viendront peut-être dans les mois et les années qui viennent, sachant qu'encore une fois, un des points clés, c'est la taille critique, d'avoir un média qui soit suffisamment puissant et performant pour pouvoir activer nos campagnes. Et du coup, aujourd'hui, la data retail, elle est suffisamment flexible, suffisamment transférable, entre guillemets, pour pouvoir l'activer sur des supports hyper diversifiés. Comment est-ce que tu fais pour réconcilier, par exemple, une data, je sais pas, que tu chopes sur Amazon, par exemple, sur de la box ou des choses comme ça, qui sont des écosystèmes complètement différents, tu vois? Tout à fait. Alors c'est un peu notre cœur de métier depuis le début, sachant que nous, la data, c'est exclusivement de la data de nos partenaires retailers, sur lesquels on a des accords avec eux de partenariat. Un des points qui était clé dès le début, c'était aussi bien la transparence par rapport à nos clients, savoir ce que c'est que cette donnée et que ce soit pas quelque chose qui est sorti du chapeau. Donc la transparence pour les clients et surtout la sécurisation et l'anonymisation des données pour nos partenaires. Donc nous, on va travailler avec des partenaires techno marchés, reconnus, qui sont tiers de confiance et qui sont vraiment des références, type LiveRamp par exemple, ou Zeotap. Ce sont des onboarders qui nous permettent de non seulement effectivement d'onboarder la donnée, de la digitaliser, mais aussi de la sécuriser. Cette sécurisation va faire que le fait qu'on retrouve ces données quelque part, ce sera vraiment cloisonné et sécurisé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ces partenaires techno permettent de retrouver les audiences sur différents leviers. Nous, notre métier, c'est pas de développer des technos. Certains ont pris ce parti-là, c'est pas notre cas. On s'est appuyé sur des gens dont c'est le métier et qui savent retrouver ces audiences. Et à partir du moment où on arrive à retrouver ces audiences, digitalisation des données et après activation, à partir du moment où notre partenaire média sur lequel on va essayer de retrouver ces audiences, lui aussi est équipé notamment d'une DMP, on va pouvoir effectivement matcher les données. Donc que ce soit un levier display, que ce soit un levier vidéo, social, télé, ça fonctionnera à peu près de la même façon. La seule subtilité, c'est que sur la partie télé, il y a un intervenant tiers qui est arrivé, c'est les opérateurs, puisque c'est eux qui vont avoir les données par rapport aux chaînes, et les chaînes, le contenu. Là où avant, sur les leviers type social ou display, on avait et le contenu et la donnée qui venaient de la même personne.
Donc voilà, et nous, ça nous permet surtout de pouvoir activer ces audiences historiquement avec de l'email et de pouvoir retrouver ces gens cookifiés. C'est des choses qui vont évoluer demain puisque avec la fin des cookies annoncés par Google, on va devoir trouver des nouvelles façons de fonctionner. Il y en a plusieurs, mais l'important c'est ça, c'est de se dire on a des données à la base qu'on va digitaliser, que ce soit par l'email, que ce soit par le cookie first, que ce soit par différentes méthodes, et qu'on arrive à retrouver ces gens sur différents médias. Ouais, le cookie-less, en réalité, initialement, vous étiez plutôt en position de force parce que la donnée retail média, c'est plutôt une donnée first party, donc qui est peut-être moins impactée. Mais pour autant, dès lors qu'il y a un transfert de ces données-là sur d'autres types de supports et d'autres types d'écosystèmes, c'est là où vous êtes emmerdé, c'est ça? Alors, emmerdé, oui et non, mais disons que ça complexifie le chemin, parce que sur la partie retail média, on va vraiment avoir deux types d'activation. Alors, je vais parler que de la partie digitale, mais sur la partie digitale, on a effectivement le on-site, où on va avoir des activations médias avec la donnée retailer sur le site du retailer, et on va avoir la partie extension d'audience avec la donnée du retailer, mais sur des supports médias qui sont autres. Donc, retrouver cette audience euh, hors de leur cheminement, course drive, etc. Sur cette partie extension d'audience, effectivement, ça complexifie les choses parce que pour pouvoir les retrouver, on avait besoin jusque-là de digitaliser cette donnée, notamment via les emails, et de pouvoir retrouver ces audiences en cookies. Ce qu'on faisait avec nos partenaires, l'onboarder, puis le DSP. Euh, c'est des choses qui seront plus possibles demain. Donc, il y a différentes méthodes. Les ID uniques en sont une. On a tous, nous et tous les gens du marché, nous avons commencé à faire des tests pour voir ce qu'on fait actuellement versus ce qu'on ferait avec ces ID uniques. Et si on arrive à faire la même chose, ce qu'on retrouverait, si c'est mieux, moins bien, équivalent. Je pense que personne n'a de réponse pour l'instant. Déjà parce que le déploiement marché il va prendre un petit peu de temps, que ces solutions elles sont pas universelles, que des ID uniques qui sont pas si uniques que ça puisqu'il y en a 3-4 qui se sont lancés sur le marché. L'autre possibilité effectivement c'est de faire on va dire du branchement direct avec les gens qui ont de la donnée first, notamment de la donnée loguée des éditeurs et nous notre donnée first des retailers. Et ensuite en les matchant, mais de la même façon, pour faire ce matching, on a besoin d'espaces sécurisés, ce qu'on faisait nous avec, par exemple avec LiveRamp. On a besoin de le faire au sein d'un espace qui soit anonymisé, sécurisé. Les data clean rooms qui se sont développés, c'est un très bon usage pour ça. En revanche, c'est on va dire une brique supplémentaire par rapport à la façon qu'on avait de fonctionner. Et ensuite, se mettre d'accord avec les personnes qui ont des données first pour pouvoir matcher avec nos données, que ce soit sur le plan juridique, réglementaire, sur le plan commercial, sur le plan opérationnel. C'était des briques qui n'étaient pas forcément opérées de cette façon-là. En revanche, je vois plus ça comme des opportunités de se dire, voilà, on se réinvente de façon différente, de façon plus directe. Le digital, on l'a toujours fait, se réinventer. Il y a eu beaucoup d'étapes dans l'histoire digitale publicitaire où il y a eu on va dire des fractures, notamment imposées par Google, Apple, etc. Le marché c'est toujours adapté. C'est ce qu'on va faire aussi. Faudra juste qu'on le fasse de façon différente et que tout le monde soit à peu près en ordre de marche, sachant qu'on n'a ni les mêmes timings, ni les mêmes besoins, ni les mêmes attentes les uns les autres. Et ce matching de données, déjà il n'est pas dépendant que de nous parce que pour retrouver des audiences loguées, il faut que nos partenaires médias aient aussi eux suffisamment de volume logué, ce qui est un des gros soucis actuellement. Là où nous on a une donnée first qui est très forte, faut que nos partenaires médias aient une donnée qui soit aussi forte et qu'on arrive à matcher ces données. Et ensuite, il faudra qu'on arrive à trouver les moyens de les réconcilier, sachant que les solutions autres, comme celles qui sont proposées par Google, les cohortes, etc., pour nous, c'est pas vraiment une solution parce que la donnée retail, elle est hyper granulaire et hyper profonde.
Donc nous, des cohortes qui sont un peu généralisées, ça répond pas vraiment à ni nos besoins, ni à la force de notre média retail. Euh, et pareil, la partie contextuelle, c'est des choses qui seront peut-être très bien pour certains acteurs, la banque, l'automobile, qui vont rechercher des univers plus globaux. Nous, on a des volontés d'audience qui sont hyper précises, et cette précision, elle peut s'opérer que via de la donnée précise. Donc les données first, c'est un bon moyen. Après, on a encore un peu plus d'un an pour se caler. On échange avec différents partenaires sur ce sujet-là. Et moi, je reste absolument convaincu qu'il y a des très belles opportunités et que de toute façon, on continuera à faire notre métier comme on le fait. Ce sera juste avec des outils et des chemins qui seront différents. Et t'évoquais tout à l'heure que justement ce métier-là, notamment dans ce contexte de multiplication des supports de diffusion, était notamment concentré sur le fait de réussir à retrouver les acheteurs, donc la donnée des retail de retail média, au bon moment pour la bonne campagne, etc. Donc par exemple, le mec est dans le métro le matin ou quand il rentre le soir en famille. Donc comment est-ce que tu choisis tes activations, les différents formats, par exemple du DOH, on a parlé de TV connectée, d'audio bientôt que tu es en train de brancher, de display qui est au cœur de ton métier d'un point de vue historique. Comment est-ce que tu choisis ces différents supports pour orchestrer une stratégie média efficace et toucher les shoppers au meilleur moment? Alors, on va avoir deux façons d'arbitrer. La première, effectivement, c'est déjà dans les échanges qu'on a avec nos clients, les marques. Il va y avoir des besoins qui sont différents. Déjà parce qu'il y en a qui ont des appétences pour certains médias, de la façon la plus classique, hein, sur des échanges et la construction d'un plan média, même si on est sur de l'extension d'audience. Effectivement, on est sur de l'audience planning appuyé par du média. Il y en a certains qui vont avoir déjà des créas qui vont être adaptés par rapport à certains médias, donc ça c'est un point. La deuxième chose, c'est qu'on a certains médias qui vont avoir des spécificités particulières. La télé, par exemple, ce qui nous a poussé nous à nous lancer sur la télé, outre le fait que c'est un média qui est apprécié par les industriels de la grande conso, c'est parce que c'est un média qui est hyper puissant de façon instantanée. Donc sur des besoins très courts d'instantanéité, la télé y répond bien. Là où le display, ça va être effectivement, on va avoir des audiences qui sont beaucoup plus larges, mais sur lesquelles on va pas retrouver les gens de façon instantanée et de façon sûre. Typiquement, on va pas aller voir un article de presse magazine féminine, par exemple, tous les jours. Ce qu'on peut faire avec de la presse cote, par exemple, on va regarder tous les jours, mais ça va être des news qui vont être avec des consommations médias qui sont très courtes. Là où de la consommation presse mag, elle va être plus longue, mais elle va être moins régulière. Donc, selon les besoins, durée de campagne, appétence de la marque, possibilités techniques aussi qu'on va avoir, les réseaux sociaux, c'est un bon exemple. Ce sont des wall gardens qui vont avoir des lignes de conduite qui laissent pas forcément la place pour toutes les activations que nous on peut faire, notamment en termes d'insight et de mesure, qui est quelque chose qui est clé chez nous, qu'on inclut dans toutes nos campagnes et qui fait aussi la différence par rapport à beaucoup de campagnes médias. Cette mesure ultra précise, elle n'est pas forcément opérable sur tous les canaux. Donc la possibilité technique aussi va être un choix. Et ensuite, si tous les critères sont réunis, nous on va construire un plan média le plus transverse possible, puisque les audiences, elles se retrouvent un peu à tous les endroits, selon l'âge, selon les CSP, selon les types de personnes, le type d'audience qu'on a en face. On va pas tous les retrouver au même endroit. En revanche, on sait que potentiellement, on peut toucher tous ces gens-là. Donc nous, l'idéal, c'est aussi pour ça qu'on a activé les différents leviers au fur et à mesure, c'est que nos audiences, à partir du moment où, et c'est ce qu'on fait en amont, c'est de travailler avec les médias pour essayer de voir le matching de nos audiences avec ces médias sur leurs audiences. Si on a des matchings suffisamment élevés, on sait que nos audiences, on les retrouve sur ces médias-là. Le but pour nous, c'est d'avoir des plans médias qui vont être suffisamment larges pour pouvoir toucher l'audience un maximum. Donc on va avoir aussi bien des plans médias qui vont inclure du display, de la vidéo, de la télé,
que certains qui vont être que sur de l'affichage. On a gagné un prix, par exemple, cet été pour une campagne Jules qu'on a montée avec notre partenaire Filmi, qui est une filiale de Média Performance comme nous. Ce prix pour Jules, il était lié au Tour de France. Donc on avait une vraie logique de les panneaux d'affichage qui sont dans les villes où passe le Tour de France pour faire venir les gens en magasin Jules. Donc la logique, elle était hyper pertinente sur ce média-là, moins que sur du display avec du ciblage géographique, etc., où on sait que la largeur, elle est beaucoup plus importante. Donc selon les besoins aussi de la campagne en elle-même, la thématique ou le pitch qu'on va avoir, le média va parfois être une stratégie en lui-même. Et tu as évoqué là la finesse de vos insights, de vos mesures. Je vois plusieurs enjeux à ce niveau-là. Le premier, c'est qu'en opérant sur plusieurs types de formats, plusieurs types de supports, chacun a un peu ses KPI. Tu vois, en vidéo, on va regarder la viewability, le VTR. En display, peut-être que tu vas être sur du CTR, sur de la perf, etc. Tu as des fonctionnements un peu plus black box qui ont leurs propres outils de mesure internes comme Meta ou Google. Comment est-ce que tu réconcilies tout ça pour avoir une espèce de master métrique qui permet de piloter la performance de la campagne au global? Ça, c'est la première question. Et la seconde qui sous-tend celle-là, c'est comment est-ce que justement, le programmatique permet d'avoir accès de façon semi-automatisée à des tas de supports, des tas d'écosystèmes, des tas de formats. Mais si tu regardes juste les KPI, parfois, elles veulent un peu tout et rien dire, tu vois. Tu peux par exemple avoir un CTR énorme sur mobile pour un CPM assez faible et se dire, ouais, c'est super, alors qu'en réalité, c'est parce que le bouton est près d'un autre bouton du site, tu vois, le truc est mal designé et c'est du misclick en réalité. Donc, comment est-ce que tu arrives à garder un focus sur l'opérationnel, sur l'écosystème de diffusion suffisant que pour corréler la KPI avec de la performance? Alors, vaste sujet. Ça pourrait faire l'objet juste d'un podcast en lui-même. Euh, alors, la première chose, c'est que nous, le sujet principal, encore une fois, la mesure, c'est au cœur du dispositif. C'est pas une métrique qu'on va ajouter pour montrer que ça fonctionne ou pas. C'est tous nos dispositifs vont intégrer de la mesure. Sur du retail média, enfin, on peut être dans des logiques de branding, ça arrive pour des lancements de produits, etc. Sur beaucoup de campagnes, on va être sur des logiques de performance. Le but, c'est de faire acheter plus de yaourts aux bons consommateurs. Pour ça, on va systématiquement, en amont, effectivement, cibler les shoppers pertinents. Et en aval, on va mesurer les retombées en magasin via les données de nos partenaires retailers. Donc, on va aller jusqu'au code barre, le AN prêt, dire voilà, on a vu une campagne pour tel type de produit, quels ont été l'impact des ventes pour tel utilisateur qui a été exposé ou non sur ces ventes de produits. Donc, pour nous, c'est clé. La partie KPI média, c'est quelque chose qui va être plus un outil de pilotage pour tendre un maximum vers cette performance vente, impact vente. Donc pour nous, c'est des choses qui viennent en complément. On a ajouté un petit peu toutes les briques au fur et à mesure. Tu parlais de le CTR, le VTR, etc. Ce sont des indicateurs médias qui nous permettent de dire cette campagne, elle va être mieux vue, elle va être mieux cliquée, effectivement, dans l'absolu, sauf pour des campagnes pure branding. De toute façon, quelqu'un qui n'a pas cliqué pour aller sur le drive pour commander ses bouteilles de soda, de toute façon, il n'y aura pas accès, donc tu sais que la performance, elle est de zéro. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. C'est pas parce que quelqu'un a cliqué sur une bannière que ça fonctionne. Tu l'as évoqué, de façon, enfin, ça c'est depuis que l'histoire du digital existe, le fat finger, le multiple pub, c'est plein de leviers qui sont faits pour augmenter juste certains KPI, mais qui pour l'annonceur ont pas forcément de valeur. Nous, alors, on a la chance d'avoir des traders médias qui sont hyper chirurgicaux et qui, au fur et à mesure du temps, ont appris de tous ces signaux-là pour pouvoir se dire, voilà, le fait d'avoir tel ou tel signaux, ça va nous permettre pas de garantir, mais en tout cas d'optimiser, de maximiser l'indicateur principal et final qui va être l'impact sur les ventes en magasin. Bah, pour ça, nous, on va travailler sur tous les leviers possibles.
Et effectivement, ce qu'on va avoir en digital, en vidéo, en affichage, c'est pas du tout les mêmes KPI, mais selon les médias, selon la stratégie, selon l'objectif, on va utiliser et croiser différents signaux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces signaux-là, ils ont été alimentés au fur et à mesure des années, et on devient de plus en plus mesurable et mesuré. Il y a quelques années, moi j'ai commencé dans le mobile, le clic, le taux de clic, c'était quelque chose d'un peu sacro-saint, et on se disait que c'était performant parce qu'on avait des taux de clic très élevés. On arrivait parfois à des aberrations, où on se disait j'ai des taux de clic qui sont hyper élevés, bah c'est super, ma campagne elle a vachement bien marché. Sauf que quand il y a, je sais pas, quasiment une personne sur deux qui a cliqué sur ta pub, on se dit bon, il y a peut-être un petit souci. Bah, pendant longtemps, on regardait pas ça. Ensuite, effectivement, on a eu des indicateurs qui sont venus beaucoup plus profonds, les coûts à l'action, la visibilité, où on s'est rendu compte qu'effectivement, on peut peut-être avoir des taux de clics qui sont élevés, mais si c'est des pubs qui sont pas visibles, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est peut-être des clics non intentionnels, c'est peut-être des clics cachés. Il y a eu beaucoup de choses, alors parfois un petit peu pirates, qui ont été faites et qui ont mis le doute dans pas mal de têtes de nos clients. Et effectivement, on a tous ces indicateurs ont servi à rassurer et à assurer de la bonne diffusion et de la bonne performance de ces diffusions. Aujourd'hui, la seule visibilité ou le seul clic sur une pub ne suffit plus à garantir que c'est quelque chose d'efficace et d'impactant. Donc nous, effectivement, on s'est mis à travailler sur des nouveaux leviers qui vont être l'attention, par exemple, et de se dire, bah, est-ce que une pub avec la même taille, qu'ont les mêmes indicateurs en termes de visibilité, de taux de clic, etc., est-ce qu'elle a eu le même impact pour tel utilisateur ou tel utilisateur? Il y a des sociétés qui se sont lancées là-dedans. C'est un sujet qui revient de façon récurrente, de se dire quelle est la qualité de mon exposition publicitaire. Il y a une société qui s'appelle Explain qui a été lancée il y a pas très longtemps, dont la logique c'est exactement ça, c'est de se dire bah comment je vais pouvoir améliorer la performance de mes diffusions publicitaires par sa qualité. Alors ça va passer effectivement par donner des scores à des formats pub. Un pavé sur un écran de mobile, un 350 sur un écran de mobile ou un 300-250 sur un écran d'ordi de 17 pouces, il n'a pas du tout la même résonance. De la même façon, on a plein de nouvelles technos qui étaient des technos utilisés il y a pas mal d'années sur des médias autres, qu'on a réussi à digitaliser et à impliquer dans notre écosystème digital. L'eye tracking, c'est un bon exemple, c'est de se dire voilà comment des gens vont aller voir une pub. Elle a été vue, mais est-ce qu'elle a été réellement vue? Est-ce qu'elle a été vue pendant plusieurs instants? Est-ce qu'elle a été fixée? Est-ce que on la voit même plus parce que c'est dans la colonne de droite et on considère qu'on scrolle quoi qu'il arrive, alors qu'un indicateur de visibilité la mettra comme visible, enfin 1% pendant 50% pardon pendant une seconde, c'est très peu. Donc c'est plus uniquement un indicateur suffisant. Il est nécessaire en revanche parce qu'effectivement une pub qui est pas vue, elle servira à rien. Mais la qualité publicitaire va de plus en plus devenir omniprésente et obligatoire. Ça passera par les partenaires qui font on va dire le contenant, les sites, et en même temps ça passera par des acteurs tiers qui permettront de mesurer d'une nouvelle façon la qualité de ces expositions publicitaires, la qualité et la performance. Ouais, la mesure de l'attention, c'est vraiment un élément clé, je pense, qui sous-tend beaucoup de développement et génère beaucoup d'espoir et d'espérance, parce qu'en réalité, ça reste quand même extrêmement difficile, à moins de faire des études post-test, d'avoir une réelle mesure de l'attention de façon automatisée. Et on voit des initiatives, par exemple, sur la vidéo que je connais bien, côté Groupe M, par exemple, qui avait essayé de coupler VTR et viewability pour avoir une mesure de l'attention un peu plus réelle. Et dans les faits, ça a jamais très très bien fonctionné. Et après, comme tu le cites, ce que fait Explain et Fabien Magalon, c'est super, et notamment cette idée de calculer un peu la pression publicitaire et de se dire que une intégration, par exemple un player vidéo, je reste sur la vidéo que je connais bien, si tu as une publicité vidéo de type reroll qui démarre
en in-article, par exemple, réellement consenti, etc., ça a quand même rien à voir d'un player en corner où tu en as 3 autres qui vont jouer. Et donc, en réalité, toi, si tu regardes juste les KPI, les 3 players, s'ils sont tous en même temps dans la zone visible de l'écran, peuvent avoir des bons scores de viewability, des bons scores de VTR. Et pour autant, le message de la marque, il est complètement délité par le fait qu'il y ait eu 3 players sur la page qui jouaient en même temps des publicités différentes, tu vois. C'est Donc, clair. c'est vraiment un enjeu majeur. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est exactement ça. C'est que au fur et à mesure, en fait, des indicateurs, ceux qui produisent ces formats pubs, ou en tout cas ceux qui les intègrent, les médias, se sont aussi adaptés à ça. Le bon exemple, c'est ce que tu disais, c'est les formats sticky, quoi. Formats sticky, si tu regardes juste ces indicateurs, tu te dis, bah, c'est génial, ma pub, elle a été vue à 100%, il y a forcément un super impact. En fait, bah, non. Et effectivement, une pub en pré-roll, qui a été vue en entier, comme tu disais, consentie, va pas du tout avoir le même impact. De la même façon, il y a des critères qui sont à prendre en compte parce que on s'est retrouvé dans des choses un petit peu délirantes où on va attendre uniquement un taux de visibilité et ou un taux de complétion, mais c'est pas du tout la même chose si tu as un format pub qui fait 15 secondes ou qu'en fait 45. Bien sûr. Et quand fait 45, il va te dire ouais mais les gens ils ont vu que ma pub a 25%, bah ouais mais forcément au bout d'un moment les gens ils viennent pour voir un contenu. Si ta pub elle fait 1 minute 30, bah elle sera pas vue. Donc le couplage de tous ces éléments, le format, l'hébergeant, plus la façon dont c'est hébergé et intégré, ça a énormément d'impact sur la qualité publicitaire. Et la qualité pub, ben, on arrive dans un univers où on a énormément de possibilités, que ce soit pour les marques, que ce soit pour nous, les acheteurs, que ce soit pour les médias aussi, où il y a plein de technos qui se sont lancés au fur et à mesure des années. Faut pas oublier que le but final, c'est quand même que la personne qui met l'argent, en l'occurrence l'annonceur, il ait un emplacement pub qui soit pertinent et qui soit performant, efficace par rapport à son objectif. Et pour ça, bah, il y a besoin maintenant d'avoir des leviers de mesure qui sont plus poussés et plus importants que uniquement le taux de clic ou uniquement le taux de complétion, même si, encore une fois, c'est nécessaire et c'est un des outils principaux de pilotage actuellement. Sauf que, comme tu disais, les initiatives sur des choses, tout ça c'est en construction, donc on n'a pas de certitude absolue disant ça va tout remplacer. En revanche, on sait que ce sont des façons de faire qui vont se mettre en surcouche et qui vont enrichir notre façon de faire actuelle. Mais par contre, il faut trouver le bon levier pour que ce soit quelque chose qui soit quand même opérable, parce que c'est notre réalité de tous les jours. Si quelque chose qui est une usine à gaz, bah, ça fonctionne pas. Pour que ce soit industrialisé, il faut que ce soit quelque chose qui aussi qui réponde aux besoins de tout le monde. Un bon exemple, c'est qu'un annonceur à qui on a dit pendant des années, regarde, ça fonctionne super bien parce que tel indicateur répond à tes besoins, et en même temps, bah, lui était hyper content parce que ses ventes de yaourt augmentent ou sa notoriété, sa reconnaissance, etc. est très bonne. Et puis si avec les mêmes résultats, on lui dit ouais mais en fait tes pubs elles ont pas des super bons impacts pour l'utilisateur, bah c'est un peu contradictoire. Bon, faut trouver le bon équilibre entre ce qu'on fait actuellement et qui est quand même assez bien rodé, et corriger tout ce qui a eu ses limites jusque-là et qui est modifiable ou corrigeable. La mesure entre les deux va faire que demain, on aura une publicité qui soit non intrusive, performante, engageante pour la marque, et en même temps avec des insights qui sont plus profonds que ce qu'on avait actuellement. Non, complètement. Et puis, je pense que le fait de développer un peu cette mesure de la qualité de l'écosystème de diffusion, ça motivera aussi les médias à le soigner parce qu'actuellement, il n'y a rien qui les encourage à avoir de bonnes pratiques. Et je prendrais pour exemple le fait, bah, tu vois, nous par exemple, on essaie de faire des choses relativement qualitatives. Tu vois, on a des pratiques que je considère comme vertueuses et pour autant, parfois, je parle à des médias traders qui disent, bah non, j'achète chez lui moins cher que chez toi, etc. Et quand tu regardes le player qui est censé être un player in-stream, donc un pré-roll suivi d'un contenu éditorial, en réalité, il switch, il me laisse 3 secondes de contenu éditorial, il switch pour faire plus de pub avec la même impression, enfin avec la même page vue, etc.
enfin, c'est des pratiques un peu dégueulasses. Sur mobile, il a un super CTR, mais parce que la croix, elle est designée, elle est à moitié sur le sticky. Du coup, quand tu essaies de le fermer, bah, tu miscliques. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Et donc, et le média trader qui s'arrête juste à ses KPI, qui regarde pas l'écosystème, bah, il dit, OK, bah, j'ai mes KPI, je suis content, j'achète à 3 euros les 1000, alors que lui, il vend à 6 euros ou 7 euros. Mais c'est pas le même produit. Et comme actuellement, il n'y a pas vraiment de KPI pour le montrer, ben, c'est difficile de défendre le fait de faire du qualitatif, même si évidemment, il y a quand même des agences qui ont un regard un peu attentif à tous au format, à l'écosystème de diffusion, etc. Mais du coup, c'est difficile à défendre, et y compris pour le média qui doit lui aussi survivre, payer ses salariés, etc. Si il réduit la pression publicitaire en diminuant le nombre de formats, mais que de façon concomitante, ça se traduit pas par une augmentation de ses CPM, bah, il faut être courageux. Il faut être courageux pour le tenir suffisamment longtemps pour que ce soit su et que ça finisse en bout de course par lui permettre de mieux valoriser ses inventaires. Mais à court terme, en général, c'est juste une perte sèche de chiffre d'affaires. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu parlais justement de ces évolutions qui sont à l'œuvre actuellement et qui préfigurent un petit peu le monde de demain. Est-ce que tu as une vision un peu de l'avenir de la publicité? Alors, pour toi, moi, sur quoi elle évolue? Moi, ça rejoint ce qu'on se disait là. Je pense que on est arrivé à alors pas une limite, mais on a atteint un gap sur la partie développement, puissance, etc. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la partie technique, mais on a quand même beaucoup de choses qui ont été résolues. Euh, je pense qu'on va arriver dans une ère où on n'attend plus uniquement des discours de marque disant voilà, on est qualitatif parce que ci, parce que ça, parce qu'on a un beau contenu, parce que notre marque elle est connue. Je pourrais te citer plein d'exemples que je ne vais pas citer, mais de médias qui ont des très bonnes images, on va dire marché, mais qui vont, ça rejoint ce que tu disais, parce que bah il y a des besoins économiques, donc pousser beaucoup de choses qui sont pas forcément sur une expérience utilisateur intéressante ou pertinente, pour les marques qui vont pas être forcément les meilleurs cadres médias, que ce soit en termes de fond ou de forme. Donc on va se retrouver dans du beaucoup plus ciblé, et je parle même pas que de données, hein, même dans les contenus. Enfin, moi, ce qui m'a plu justement dans le retail média et dans les possibilités qui nous sont offertes, c'est que pour le coup, on est vraiment dans de l'hyper avéré. On n'est plus uniquement dans des belles histoires. On sait qui on veut toucher et on a la possibilité non seulement de les adresser de façon hyper précise et de le mesurer ensuite. Et je pense qu'on va de plus en plus tendre vers ça. Pourquoi le retail média a explosé ces dernières années? C'est aussi pour ça. C'est parce que la limite des belles histoires a atteint presque son apogée. Donc maintenant, on a besoin de choses un peu concrètes. Alors là, je parle pour nos clients, pour le coup, pour les FMCG. La logique première, elle est de se dire mon produit, je veux qu'il soit dans les mains du consommateur au final, donc, soit qu'il soit acheté ou à minima qu'il l'ait en tête quand il fera ses achats. La pub digitale, je pense qu'elle va aller effectivement vers des choses qui sont plus profondes et plus précises que ce qu'on a eu jusque-là. La deuxième chose, c'est que ça rejoint ce qu'on disait sur la partie qualité. C'est que je pense aussi que les médias et les différents acteurs de la publicité digitale au global vont devoir se réinventer pour dire effectivement on a des choses qui sont performantes, mais pas dans n'importe quelle condition. Enfin, on est dans le milieu digital depuis pas mal d'années, on a vu tout ce qui s'est fait, que les gens qui peuvent générer de l'argent grâce à la publicité se sont toujours adaptés sur les évolutions pour proposer des choses qui sont pas forcément hyper clean. Nous, typiquement, chez Shopper Factory, on a vraiment un positionnement qui est hyper transparent. Donc, que ce soit sur les coûts d'achat médias, l'ensemble de la chaîne, que ce soit comment on achète, où on achète, on a cette volonté d'être hyper transparent pour les clients. Et pour ça, on a besoin, nous, d'avoir beaucoup de transparence des supports sur lesquels on va acheter. La qualité de la publicité,
va venir maintenant en plus d'uniquement la performance, une qualité performance. Pendant longtemps, on a parlé de brandformance parce que effectivement, on voulait de la performance liée quand même à de l'image. Là, on va arriver à de la perf brandformance, à dire voilà la performance de la qualité et la recherche quand même de qualité d'image des médias et de la diffusion publicitaire va être hyper importante. Les initiatives, comme on a parlé de celle de Fabien Magalon, elle est hyper clé parce qu'elle est time to market. On attend, c'est le moment où on attend des choses différentes. La fin du cookie a été un bon exemple aussi, c'est que on devra faire les choses de façon différente. Le tout cookie, le tout retargeting, fait parfois un petit peu de façon un petit peu en poussant un petit peu les bordures du clean ou du bien fait. On a atteint ses limites. Tu vois, tous les phénomènes qu'on a expliqués, fat finger, player sticky, les pop under, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années pour dire ok, regarde, ça marche et on génère beaucoup de clics. Ça fonctionne plus. On a aussi les moyens, ce qui faisait qu'on n'avait pas les moyens d'aller plus loin, c'est que maintenant on a les moyens de mesurer tout ça. Et effectivement, je pense qu'on va être dans une publicité ultra ciblée et en même temps avec une recherche beaucoup plus, en prenant beaucoup de recul, se dire voilà, les leviers, ils sont propres, optimisés, sachant que il y a quand même deux acteurs qui sont hyper importants sur cette chaîne de valeur. On est tous centrés sur nous, les médias, les acheteurs, les agences. Mais il y a quand même d'un côté un utilisateur qui va consommer un média. Et si demain il est fatigué de tout ça, c'est ce qui a fait les adblocks, qui a fait les non-consentements en explosion. Et de l'autre côté, les clients qui mettent de l'argent et qui se disent voilà, je veux que mon produit soit quand même exposé. Ces deux acteurs-là, on va vers recadrer un petit peu leur expérience à tous les deux pour avoir quelque chose qui soit propre, déterminé, encadré et avec des outils qui permettent de le présenter de façon claire et plus seulement, encore une fois, des belles histoires. Et justement, si tu voulais faire quelque chose de propre qui satisfasse à la fois les annonceurs et les visiteurs, les spectateurs, et que tu étais une marque avec 1 million d'euros de budget marketing, quel serait ton plan média idéal? Alors j'imagine bien que c'est contextuel, que ça dépend des objectifs de la marque. C'est plutôt une question un petit peu fun pour te permettre de parler de signaux faibles, de formats de support que tu trouves inspirants et que tu aimerais partager ici. Alors, effectivement, ça va dépendre de la marque. Moi, pour le coup, je vais prêcher ma paroisse et parce que j'y crois. Mais le retail média, c'est devenu vraiment un levier qui est hyper clé et plus seulement pour les marques grandes conso. C'était le cas au tout début. C'était des acheteurs de yaourts, etc., qui allaient utiliser des données de marques de retailers de GSA. C'est plus seulement le cas maintenant. On voit que de plus en plus de marques vont se tourner vers ça parce qu'on a des signaux sur les personnes qui sont beaucoup plus profonds et surtout avérés que ce qu'on avait. Donc moi, si j'avais un budget média d'1 million d'euros, j'essaierais de le répartir sur certains leviers pertinents, que ce soit alors le display parce que ça reste un petit peu classique et on a toujours une part qu'on est pas obligé mais qu'il est important de mettre sur ces leviers-là. Je vais rester sur la partie digitale. Et après, on a beaucoup de nouveaux formats qui peuvent se faire, que ce soit sur le social ou sur des choses un petit peu plus, notamment le DOH. On a des choses qui sont sympas, qui peuvent être faites avec de la donnée. En revanche, plus que le support média, ce serait la façon dont je vais attribuer ma donnée et mesurer ma campagne, sachant que tout ça, encore une fois, ça a un coût, mais savoir que ma campagne, elle a été prévue de telle façon, elle s'est déroulée de telle façon, et les résultats ont été de telle façon, mais au millimètre près. Et je pense que la plupart, pour en avoir parlé avec certains des clients, c'est ce qu'ils attendent maintenant, c'est de dire moi mon budget média, je sais où il va, je sais comment il a été utilisé et je sais ce que ça a donné. Et un des points qui serait clé, ce serait aussi de me dire je passe plus par
par 150 000 réseaux, et je vais utiliser un acteur qui va me permettre de toucher mes consommateurs de façon précise et presque directe. On arrivera à ça à la fin du cookie, mais ça va être presque, enfin, comme on a les petits commerçants producteurs tout consommateur, bah, ça va être un petit peu la même chose avec la publicité. On va avoir un acteur, bah, comme peut l'être Shopper Factory, qui est un intermédiaire pour dire, toi, je vais te mettre en contact avec tes clients potentiels ou tes prospects de façon directe avec tel média parce qu'il correspond, telle chaîne de télé qui pourra te produire un contenu, etc. Et effectivement, je pense que juste pour la partie un petit peu plus fun, je pense que j'attribuerai une part de mon budget aussi à des leviers qui sont en développement et qui sont pas encore, on va dire, éprouvés, mais type, on a le live shopping, tous les trucs qui sont liés à, on va dire, à l'influence, etc. Où on a des choses, je pense, qui vont se cadrer un petit peu, qui sont des choses relativement nouvelles, mais qu'on peut pas forcément bien mesurer pour l'instant. Quand ce sera le cas, on pourra quand même y attribuer des petits budgets supplémentaires pour pouvoir faire des choses un peu plus fun que uniquement la masse, sachant que la masse, c'est quand même ce qui nous permet de faire des choses pertinentes actuellement. Et justement, si je voulais toucher mes acheteurs de façon hyper chirurgicale en utilisant Shopper Factory, comment est-ce que je te contacte? Comment est-ce qu'on travaille avec toi? Bah écoutez, vous pouvez nous contacter soit déjà par notre site internet ou par LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter par LinkedIn, à contacter nos équipes. Il y a soit l'équipe trading directement qui peut être contactée. Vous pouvez contacter Eric Gellers qui est le fondateur, ou moi enfin d'ailleurs je l'ai pas dit au début, moi je m'occupe de toute la partie relation avec les partenaires, que ce soit les partenaires data, que ce soit les publishers médias, ou certaines enseignes du retail avec qui on pourrait monter des accords, qui n'hésitent pas à me joindre par mail, par téléphone, par LinkedIn, et on leur donnera beaucoup plus d'infos sur tout ce qui est faisable et la façon qu'on a de faire, qui est dans notre ADN, d'avoir quelque chose de très propre et surtout de très euh, ouvert, démontré. Il n'y a pas de black box, il n'y a pas de livre fermé. Donc c'est avec grand plaisir qu'on parlera de toutes ces possibilités avec nos partenaires, nos clients et voilà. Cool. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens liés dans l'article de Canon. l'épisode. Avant de terminer, est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander? Un prochain invité à te recommander. Ouais. Bah Quelqu'un que tu écoute, aimerais entendre? on va en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont un peu clés. Est-ce que t'as déjà eu beaucoup de gens des médias? Non, pas énormément. Non, Ouais, non, pas non. énormément. J'ai eu Prisma et Reworld. T'avais eu Paul, j'imagine. Bah, je pense Yes. un acteur du retail média, ça pourrait être pas mal. Un retailer, par Cool. exemple, ça pourrait être pas Tu mal. pourrais me mettre en relation? Avec grand plaisir. Bon, bah écoute, merveilleux. À la suite du coup à un prochain épisode. Je te remercie Grégoire pour ton temps, pour toutes ces Merci infos à toi. et cette vision assez holistique parce qu'on a quand même abordé pas mal de sujets entre le cookie-less, la mesure de l'attention, les différents supports adressables en programmatique et le retail média. Donc ce qui fait que d'ailleurs l'épisode a duré 50 minutes. Donc un bel épisode, mais tu vois, ça valait le coup d'attendre et de réussir à se caler pour organiser ça parce que c'était vraiment hyper inspirant et hyper intéressant. Donc un grand merci à Comme un toi. bon Tarantino, quand quand le sujet est vaste, l'épisode est long. Merci pour ton invitation. Parfait. Avec À plaisir, je te souhaite une bientôt. belle journée. À bientôt. Bye. Merci toi aussi. Salut. C'est bon? Ouais, nickel, c'est cool. Ouais, c'est cool. Parce que je te disais, j'essaie d'être un peu concis parce que je sais que ouais, c'est un sujet où on pourrait en parler pendant une demi-heure juste sur un sujet, un KPI, une mesure, etc. Ça va, j'ai été clair? Ouais. Ouais, mais c'est cool.